Hi guys et bienvenue dans mon premier épisode de Safe Corner. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Harry, j'ai 25 ans et je parle de santé mentale, bien-être, développement personnel sur les réseaux, notamment TikTok et Instagram. Mais le souci c'est que sur ces plateformes, le temps d'attention est de pire en pire et du coup j'avais plus trop d'espace pour vous donner des conseils, pour pouvoir vous parler de mon parcours et peut-être vous aider à vous sentir moins seul parce que j'ai vécu beaucoup de choses et que j'ai fait beaucoup de thérapie et de travail sur moi ces dernières années. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que je reste persuadée sans prétention que ce que j'ai mis en place pour aller mieux, ça peut aider du monde. Toujours pour ceux qui me connaissent pas, en fait, quand j'ai commencé à parler de santé mentale sur les réseaux, c'était en tant que personne concernée. J'ai été diagnostiquée très tard. Pendant 21 ans, je n'étais pas du tout au courant que j'avais un TDAH, que j'avais un trouble borderline plus complexe, que j'avais un trouble dissociatif de l'identité. I know, il y a beaucoup de préjugés sur ce trouble-là, mais pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que comment je vis ce trouble-là, c'est pas du tout comparable à ce qu'on peut voir des fois sur les réseaux. On en parlera peut-être une autre fois. Le but de cette première saison et des épisodes que vous allez écouter ces prochains temps, il parle d'une thématique qui me touche énormément et surtout c'est une des choses qui m'a le plus handicapée dans ma vie, c'est la dépendance affective. Et c'est marrant parce que quand on parle de dépendance affective, on a tendance à penser que ça s'arrête aux relations amoureuses, alors qu'en fait, j'ai développé de la dépendance pour tout. C'était mes amis, c'était même les gens de mon travail, c'était la reconnaissance dans tout ce que je faisais, dans tous mes objectifs de vie. C'était aussi présent par rapport à ma manière de vivre avec moi-même. Enfin, ça a impacté tellement d'autres sujets et d'autres pans de ma vie que seulement les relations sociales. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis aussi rendu compte que il y avait tellement de trucs qui étaient liés à cette problématique-là. Ça touche à la confiance en soi, ça touche à sa propre identité, à sa construction, touche au trauma, ça touche à la famille, ça touche au schéma bloquant. Ouais, ça touche à tellement de trucs en fait. Je me voyais pas faire des formats courts pour vous en parler. Je me voyais pas faire une vidéo YouTube lambda. J'avais besoin vraiment de me livrer à vous de manière authentique et d'en parler normalement comme j'en parle à une amie. Et donc du coup, je suis désolée, j'utilise beaucoup de mots remplisseurs. Je vous jure qu'avec les épisodes, je vais essayer de m'améliorer, mais je dis beaucoup et du coup... c'est un exercice un peu nouveau pour moi, je suis désolée, j'espère que ça restera agréable à écouter. Vous êtes peut-être au travail, vous êtes peut-être dans les transports, vous êtes peut-être à la maison en train d'écouter ce podcast. Et le but c'est de créer un petit espace de bienveillance, une petite bulle où on se retrouve tous les deux pour se livrer. Enfin, surtout moi, je vais vous taper un petit tunnel, je suis désolée. Dans ce premier épisode, du coup, on va surtout parler de comment je me suis rendu compte que j'avais de la dépendance affective, quel a été le déclic en fait pour que je travaille dessus. Parce que c'est la phase la plus, je pense, compliquée quand on est atteint de ce problème-là. C'est vraiment de sortir du déni et de se foutre une claque mentale pour se dire ok meuf, maintenant c'est bon, on arrête les frais et on va tout déconstruire même si ça prend du temps, mais là on peut plus vivre comme ça quoi. Alors oui, du coup pour rester cliché, moi j'ai découvert, entre guillemets, j'en avais déjà un peu conscience, mais j'ai découvert que j'étais arrivée à un stade de dépendance affective qui devenait toxique à travers ma dernière relation. Et je pense que le plus dur pour moi, ça a été justement d'accepter que moi qui ai pu vivre des relations vraiment toxiques avant où j'étais la victime, j'étais devenue un peu l'autre personne. Malgré moi, j'ai jamais voulu blesser qui que ce soit ou par pure malveillance ou par pur besoin d'ego. Mais par contre, ma dépendance m'a poussée à faire des choses et à dire des choses que je regrette encore aujourd'hui. Et c'est dur en fait d'accepter que on n'est pas la victime parfaite et que oui, on peut blesser ou faire du mal même si on a juste un besoin d'être aimé en fait et d'être rassuré. Faut savoir que moi j'ai eu 3 relations amoureuses dans ma vie. La première, ça a été une relation très traumatisante pour moi. J'avoue que aujourd'hui j'en ai littéralement presque aucun souvenir vu que j'ai fait de l'amnésie traumatique. Voilà. J'avais 16 ans, ça a duré 2 ans. Et en fait, cette personne, je suis désolée, je vais utiliser un mot que tout le monde utilise en ce moment, des fois à tort et à travers, mais pour le coup, était une vraie personne perverse narcissique. Je sortais d'une période de harcèlement scolaire, j'avais pas beaucoup d'amis. Cette personne, elle a vu que j'étais quelqu'un d'assez isolé socialement et qui demandait juste en fait à être aimé. Et elle en a profité. Elle m'a fait croire que certains de ses comportements étaient normaux et que c'était comme ça un couple alors qu'en fait c'était complètement anormal. Et oui, ça m'a complètement détruite. Et moi qui déjà de base avec le harcèlement scolaire n'avais pas énormément confiance en moi et d'estime de moi, ça m'a mis plus bactère en fait. Donc je sors de cette relation en pesant 47 kilos, en détestant ce que je voyais dans le miroir, profonde dépression concrètement, avec une situation à la maison pas folle. Mais bon voilà, j'en arrive là à être seule,
sans plus aucun ami parce qu'il m'avait isolé tout le monde, du peu d'amis que j'avais, en ayant l'impression littéralement que ça sert à rien que je vive, en me demandant tous les jours si j'ai pris la bonne décision. C'est ça qui est le plus fou, c'est que pendant 3 semaines, j'ai continué à me dire c'est plus facile en fait que je retourne avec lui que je vive seule, tellement je supportais pas la solitude. Enfin, je trouve ça fou de se dire avec le recul que j'étais prête limite à réaccepter ça. Je vais avoir tellement peu de respect envers moi-même et d'amour envers moi-même pour me dire que limite ça serait peut-être plus ok que d'être toute seule. C'est dur. Et maintenant, presque 10 ans après, j'ai tellement de peine, en fait, pour l'ado, en fait, que j'étais. Donc, forcément, vu que je supporte pas de rester seule, je vais chercher à tout prix quelqu'un d'autre. Et je rencontre cette deuxième personne. Et par contre, cette deuxième relation a été, je pense, une de mes plus belles relations pour le coup, parce que ça a duré très longtemps. Ça a duré presque 5 ans. Et c'était quelqu'un d'adorable, qui m'a permise de me rendre compte qu'en fait, j'avais le droit d'être aimée de manière saine et que j'avais le droit de mériter le minimum, quoi. C'est quelqu'un de très aidant, de très patient avec moi, très à l'écoute, très rassurant. Mais on va pas se mentir, j'étais dans un schéma de dépendance déjà à l'époque envers cette personne qui était pas saine du tout. Je m'en veux beaucoup aujourd'hui parce que quand je repense à comment j'étais, je trouve que, cette personne ne me méritait pas en fait. C'est quelqu'un qui avait pas eu de trauma dans sa vie, qui avait pas eu de passé très compliqué, qui c'était simple. Et en fait, à l'époque, j'étais encore dans un schéma de si c'est simple, c'est bizarre. Si c'est simple, c'est que je l'aime pas en fait. C'est peut-être qu'il y a un problème, c'est peut-être que lui il m'aime pas. En fait, j'étais tellement encore dans mes traumas de cette première relation. Je pense honnêtement que je devais pas être quelqu'un de facile. Et le pire, c'est qu'il me l'a jamais fait ressentir, quoi. Des fois, il disait que oui, fais gaffe parce que franchement je suis hyper patient et si un jour tu rencontres quelqu'un d'autre et qu'on n'est plus ensemble, tu risques de prendre une claque. Et je le prenais mal parce qu'en fait je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Parce que le problème c'est quand tu vis une relation de violence, parce qu'il y a eu un aspect physique mais c'était pas des coups, c'était un autre aspect physique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait on a tellement une haine d'être victime et une colère en nous qu'en fait on n'accepte plus rien, qu'on prend pas le temps de se heal de ça et qu'on se réengage direct dans une autre relation. Il y avait un peu ce truc de en fait maintenant j'accepte plus rien, donc je respectais peut-être pas ses limites, j'en sais rien, en fait on en a jamais rediscuté, j'avoue. Il y a peut-être plein de choses que j'ai mal faites. Et aujourd'hui, j'ai encore cette peur de me dire, ça se trouve, je l'ai traumatisé, ça se trouve, aujourd'hui, pour lui, je suis une horrible personne et avec le recul, il doit se dire que la relation était horrible, alors que moi, peut-être, j'idéalise encore un peu cette relation, me disant qu'elle était très salvatrice pour moi et que en vrai, ça m'a un peu sauvé la vie. Mais voilà, quand j'y repense, en fait, j'étais incapable de vivre sans cette personne, incapable de vivre seule chez moi, chez mes parents, et puis après, quand j'ai eu un appartement, incapable de rester seule dans mon appartement, j'étais tout le temps chez lui. Je lui laissais pas de temps pour voir ses amis, il fallait que je sois tout le temps là. Je voyais le mal partout. Alors, c'était pas de la jalousie en mode je suis jalouse de ses amies filles ou je pense qu'il y a une vraie menace. Il y avait un truc de j'avais toujours peur qu'il se rende compte que en fait je le méritais pas et que il pouvait avoir quelqu'un de plus facile à vivre. Et du coup, vu que je portais souvent cette culpabilité-là, de putain mais moi je suis cassée et cette personne elle va très bien et en fait ça se trouve je la tire vers le bas, j'avais peur qu'il se rende compte de ça et qu'il parte et qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Du coup j'ai pu aussi je pense avoir des comportements pas ouf avec cette personne. Je dissocie énormément quand je raconte cette période-là de ma vie parce que c'est encore des trucs que j'ai du mal à process. Je suis en train de l'accepter tout doucement ce truc de c'est pas tes actes qui définissent si t'es une bonne ou une mauvaise personne, mais c'est la capacité à te rendre compte de ce que t'as fait et d'en tirer des leçons. Et je pense que de regretter et d'évoluer pour ne plus reproduire ce genre de choses, c'est déjà une étape en soi. Et aussi mon psy qui m'a dit un truc qui m'a aidé. Un parent narcissique, il se demandera jamais s'il est parent narcissique. Du moment où tu te remets en question sur tes actes, c'est que t'es pas ça en fait. On peut avoir tous des comportements toxiques, je pense, et des réactions inadaptées, mais la vraie personnalité narcissique, c'est autre chose, quoi. C'est pour ça, éviter d'utiliser ce terme. Quand on parle juste de toxicité de couple ou même, il y a souvent des hommes qui sont pas diagnostiqués, mais qui sont sûrement borderline. Le trouble borderline fait qu'on peut être une personne toxique due à nos schémas, nos peurs, nos triggers d'abandon, de rejet, d'injustice, etc. Donc bref, avec cette personne, on finit par se séparer parce que voilà, quand t'es en couple avec une personne depuis que t'as 18 ans et que t'en as 23, on évolue un peu différemment, surtout que les 2 dernières années, on était même plus dans la même ville. Il y a eu vraiment une scission de moi qui vais à Paris, dans la capitale, et lui qui part un peu vers Lyon, dans un petit village, dans la montagne, un peu perdu, donc vraiment l'opposé des mondes, quoi. On continue de se donner des nouvelles un peu de temps en temps,
Mais au fur et à mesure, forcément, on passe, je pense, tous les deux à autre chose. Ce qui m'amène à, justement, à cette troisième relation, qui est, c'est très rigolo, je vous expliquerai tout de suite là, mais une relation très vraiment, donc qui est très cool, puisque je suis encore avec, hein, je vous rassure. On va emménager ensemble, mais je vais vous expliquer, c'était rocambolesque. Je le rencontre malheureusement peu de temps après. Parce que voilà, mon problème, ça je l'ai bien noté, c'est que j'étais tellement incapable d'être seule à l'époque que entre ma première et ma deuxième relation, il y a eu 1 mois de célibat, et encore. Et puis entre cette relation de 5 ans et lui, il n'y a pas eu beaucoup de temps non plus. Déjà là, j'aurais peut-être dû me calmer et me concentrer sur moi, vous voyez. Bon, je l'ai pas fait. Anyway, donc je rencontre ce mec, en gros j'avais juste téléchargé les applis parce que quand ça fait depuis 18 ans que t'as pas été célibataire, que à l'époque t'étais rousse mais que maintenant t'as les cheveux bleus, que t'es percée, que t'es un peu l'archétype de la meuf de gauche, de ce qu'on appelle la gauchiasse, t'as peur de pas plaire à des normies, entre guillemets. Moi je vous avoue, les mecs hyper genre soirée tech, rave, les fashion, les blabla, ça m'intéresse pas. On va se dire honnêtement, it's not my type. Je suis déjà quelqu'un d'instable dans la vie, donc d'avoir quelqu'un de stable et de plus normal que moi me paraît assez important. Voilà, je retélécharge ces réseaux juste pour me dire, ok, voyons voir si j'ai des chances de plaire. Malgré cette relation de 5 ans où je m'étais sentie belle, je m'étais sentie valorisée, je m'étais sentie aimée, etc. Il y a eu vraiment ce truc de oui, mais en fait c'était une exception. Et maintenant c'est fini, Harry. Maintenant que tu as décidé de partir, tu retrouveras plus jamais personne et tu viens de te foutre une balle dans le pied et ça se trouve tu vas regretter ça toute ta vie. Et du coup j'avais besoin de me rassurer. Et en plus j'étais tellement en goumin les gars que croyez-moi que j'avais pas envie de parler à des gens. Genre moi je voulais juste faire mes courses et voir ok c'est bon, genre je plais encore à des gens et après je ferme l'appli et basta, bye bye quoi. Donc je fais mon petit swipe, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Je tombe sur un mec où je me dis il a l'air sympa. Voilà, il était mignon, il jouait aux échecs, il avait l'air simple. Et je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'ai trop des feelings avec les mecs charros ou pas. Genre, je peux te dire à une photo si ce gars est charro ou pas. Et lui, j'étais en mode, waouh, ça, c'est les mecs que je kiffe parce que c'est les mecs qui sont beaux mais qui savent pas qu'ils sont beaux. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en mode, c'est genre le meilleur type pour être sûr que tu seras rassuré et pas constamment en stress quand t'es anxieux et que t'es dans la dépendance affective. Du coup, on commence à se parler et tout. Et en fait, le feeling, il passe super bien, mais vraiment en mode amical. Je sais pas comment vous expliquer, mais juste je trouvais que c'est quelqu'un de marrant. Vraiment, je crois que j'ai parlé à personne d'autre sur cette appli. Mais juste, vu que c'est lui qui a commencé à parler et que c'était rigolo et que j'avais vraiment l'impression de retrouver un peu, vous savez, ces conversations de lycée entre potes où on se marre juste et on se prend pas la tête et c'est rigolo. Je suis en mode, waouh, merde. Il y a vraiment un truc qui se passe et en fait, je me retrouve face à un dilemme de, je sais que je suis pas prête pour me remettre en couple parce que déjà ça fait pas longtemps que je viens de rompre avec mon ex, que je suis un goumin, que je suis pas passée à autre chose, que en plus de ça je sais que je suis complètement pété du crâne, que va falloir que je travaille sur moi pour régler certains trucs, mais en même temps j'ai cette personne en face qui est hyper sûre d'elle, qui me dit que lui il est bien avec moi même si ça fait 2 semaines qu'on se connaît, que il veut limite qu'on se mette en couple, et moi je flippe parce que ça va hyper vite et parce que je sais où ça va aller quoi. Je savais que là j'étais pas une très bonne personne en fait pour me mettre en couple, enfin que j'avais pas les ressources en fait pour ça. Mais d'un autre côté j'avais l'impression de si je refusais de passer à côté de quelque chose et peut-être de le regretter toute ma vie, j'en sais rien. Donc on se lance dans cette relation et ce qui devait arriver arriva. En fait, je me rends très rapidement compte que c'est quelqu'un d'évitant, que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace, de beaucoup de calme. Et retenez bien ça, parce qu'on en reparlera dans un prochain épisode. C'est quelque chose de très important, cet aspect-là. Parce que mon ex l'était aussi, assez évitant. Bon, pas le premier parce qu'il était complètement jeté. C'était un schéma que j'ai recherché dans mes relations d'après, ce côté évitant. Et c'était inconscient. Et moi, forcément, vous vous doutez bien, full dépendante affective, je suis anxieuse comme attachement. Donc j'ai besoin de beaucoup de contact, d'être tout le temps avec la personne, de tout faire avec la personne. Je me sens vide quand la personne n'est pas là. Je me sens triste. J'ai l'impression que ma vie ne vaut rien, que ça ne sert à rien. Et en fait, très rapidement, je re-rentre dans un schéma que je connaissais trop bien de je veux qu'il soit tout le temps à la maison. S'il est pas là, je me sens mal. J'ai l'impression que quand il est pas là, je ne vis pas, que je respire pas, que je fais rien. Je me laisse un peu aller, je retombe en dépression. Alors, il y a aussi le contexte qui n'aidait pas. Ça, pareil, on en reparle dans un autre épisode sur les amitiés. Ma coloc, qui était aussi ma meilleure amie, ça a été aussi une relation très compliquée. Donc voilà, je commence à sombrer et je me reconnais plus. Ça aussi, il y a un autre truc
que j'arrivais pas à conscientiser avant. Enfin, en fait, je le savais, mais j'avais pas envie de vraiment le voir. C'est que quand je suis en couple ou que j'ai des nouvelles amitiés, enfin, en tout cas avant, je me transforme pour cette personne. C'est-à-dire que je vais voir ses centres d'intérêt et je vais m'adapter à ses centres d'intérêt. Je vais voir comment elle rigole et je vais adopter son humour pour être sûre que je sois quelqu'un de drôle pour elle, que je sois assez, que je sois la personne parfaite pour cet ami ou ce mec-là. Et en fait, petit à petit, je me suis complètement perdue là-dedans. Comment voulez-vous avoir confiance en vous et vous aimer pour ce que vous êtes tout seul quand ce que vous devenez, c'est pas vous, en fait. C'est un reflet de la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas de ce qu'elle a envie que vous soyez. Et je dis ça alors que mon mec actuel, il a jamais cherché, en fait, à me transformer ou quoi. Hein. Il a jamais eu de comportement red flag à ce niveau-là, pas du tout. Mais c'était moi qui me l'imposais. Je suis quelqu'un de très passionné à la base. Je fais beaucoup de... Je sais pas, j'ai beaucoup de projets, quoi. Je pense que vous le voyez sur les réseaux. J'aime bien varier mes contenus, j'aime bien faire des beaux trucs. À côté, je fais du crochet, je fais de la peinture, enfin, je fais plein de trucs. Et en fait, dès que je suis de nouveau en relation, je m'éteins. Je fais plus rien. Comme si tout ce que je faisais quand je suis célibataire, en fait, c'est juste pour combler un manque. Que du moment où cette personne est là, je retourne toute mon attention et toute mon énergie sur elle. Et tout ce qui fait que je suis ce que je suis n'existe plus. Parce que, je sais pas, on dirait que mon cerveau, il dit qu'il en a plus besoin pour survivre. J'ai vraiment l'impression que c'est un schéma de survie. Hein. De toute façon, pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment un truc de survie. Et ouais, je ressentais vraiment ce truc de... ça, c'est plus nécessaire de faire ça, c'est bon. Genre, on est aimé, on est enfin aimé, c'est ce qu'on a toujours voulu. Donc, pourquoi se faire chier à avoir des passions, des projets, des machins? On a notre projet de vie. Et je projetais tout dans ma relation, c'était terrible. Ce que mon copain actuel m'a vraiment appris, comparé à ma relation précédente, c'est à quel point un couple, en fait, on est à deux dedans. Et oui, d'accord, mes émotions sont importantes, mes ressentis sont importants, et mes peurs aussi. Mais la personne en face, elle en a aussi. Et malheureusement, dans ma relation d'avant, c'était quelqu'un qui allait beaucoup dans mon sens et qui était très très gentil, très trop, quoi. Et je pense que inconsciemment, je lui ai complètement marché dessus, quoi. Et ça me fait tellement de peine aujourd'hui de repenser à ça parce que c'était tellement pas conscient. Même si j'avais l'impression à l'époque mon mec était un red flag ambulant parce que juste il me disait les choses et que il me laissait pas partir en couille. C'est-à-dire que il y avait des moments, j'avais un besoin irrationnel d'être rassurée genre tout le temps. Et faut arrêter ce truc qu'on voit sur les réseaux ces derniers temps de oui, un mec green flag, un mec parfait, c'est un mec qui te rassure tout le temps, qui est jamais saoulé parce que t'as besoin d'être rassuré, qui est super présent pour toi. Arrêtez de glorifier le fait qu'il y ait des hommes aidants qui ne vous aident pas à aller mieux, mais justement qui ont besoin que vous alliez mal pour se sentir exister, pour être bien dans cette relation-là. Moi, je trouve que c'est une forme de relation qui est hyper toxique parce que on reste quand même dans de la codépendance. Et souvent, c'est des hommes qui ont aussi le syndrome du sauveur, un schéma qui est clairement pas sain du tout non plus. On en reparlera parce que pareil, c'est un lien avec la dépendance affective et c'est un autre type de dépendance. Donc bref, je tombe face à un mur, quoi. C'est-à-dire que j'ai un mec en face de moi qui me dit que non, c'est pas normal, que j'ai besoin d'être rassurée de manière extrême comme ça tout le temps, que lui ça lui fout une pression de fou, qu'il est stressé en permanence parce que je suis quelqu'un de stressé. Et en fait, je vous jure, à l'époque, je prenais trop mal. Et le plus dur, c'était que j'ai connu les deux extrêmes. Ce qu'est une relation vraiment toxique, de manipulation, d'oppression, d'emprise, hein, concrètement. Et j'ai connu ce qu'est une relation avec un homme qui accepte tout et qui me dit rien et qui est trop gentil. Et en fait, je me retrouve avec ce mec au milieu et j'arrive pas à le catégoriser. Et du coup, c'était horrible parce que mes comportements face à ça, à ce fait que j'arrive pas à le catégoriser, ils étaient hyper amplifiés. Alors là, mon trouble borderline, il a fait ça parce que j'étais trigger tout le temps, parce que j'étais tout le temps en train de me dire mais pourquoi il me dit ça, pourquoi il fait ça, est-ce que c'est toxique, est-ce qu'il veut me manipuler? Et en fait, je me suis juste rendu compte que non, juste il imposait lui aussi ses limites et il essayait tant bien que mal de m'expliquer que lui aussi il a des traumas, lui aussi il a des problèmes de communication, lui aussi il a des soucis et qu'en fait ce genre de comportement ça le blessait, ça l'atteignait. Et moi je prenais ça vraiment pour de la manipulation en me disant mais il veut me faire passer pour la personne horrible, il veut me faire passer pour la méchante alors que c'est lui le méchant. Enfin il y a vraiment ce truc de du bon et du méchant dans notre relation avant qui était hyper toxique parce que pour le coup ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Les 2 premières années les gars ça a été une catastrophe, genre vraiment mais une toxicité, mais qui était pas une toxicité d'emprise comme j'ai pu vivre. C'est pour ça que ça a été si dur pour nous de le travailler, parce que du coup on s'est séparés pendant 1 an, on s'est remis ensemble. C'est hyper dur parce que moi je connaissais pas
ce type de relation toxique, donc j'étais persuadée que tout allait bien, il n'y avait pas de souci, parce que du coup moi je connais la toxicité, c'est pas ça du tout. Le mec ne m'insulte pas et ne me bloque pas sous la couette, ou en gros je vais finir par étouffer, donc c'est bon, il est normal. Non. Et en fait, la toxicité dans un couple, ça peut être des deux côtés. Et genre nous vraiment, on était le cocktail explosif entre un mec qui sait pas communiquer émotionnellement parce qu'en fait il sait même pas s'auto-analyser, qu'il a extrêmement peur de ses émotions, extrêmement peur de parler en fait de ce qu'il ressent parce que lui-même minimise beaucoup de ses émotions. On va pas rentrer dans les détails, mais vous savez très bien que voilà, nous on a été formatés d'une telle manière où on remet très souvent en cause les parents par rapport à l'éducation des filles, mais l'éducation des hommes également à cause du patriarcat est horrible parce que les hommes ils ont pas le droit de pleurer, ils ont pas le droit d'être sensibles, sinon c'est des tapettes, sinon c'est des mecs faibles. Mais de toute façon un mec qui est en dépression à cause de tel truc, c'est pas légitime. Un mec qui se sent triste à cause de tel truc, c'est pas légitime. Donc en fait, mon mec il minimisait énormément d'émotions et de choses qui étaient censées être importantes. Sauf qu'après il y avait de la rancœur qui s'installait et il y avait de la colère. Et moi, en face, vous avez quelqu'un qui est dans la surcommunication, mais qui du coup écrase l'autre personne parce que moi, fallait qu'on valide toutes mes émotions, tout ce que je ressentais, parce que je me sentais hyper légitime, parce que j'ai le droit maintenant, vu qu'on m'écoutait pas avant, vu que j'osais pas, maintenant j'étais passée dans un extrême inverse où il fallait qu'il accepte tout, qu'il comprenne tout, qu'il soit là pour moi tout le temps, qu'il soit capable de tout gérer, alors que je lui ai fait des dingueries, les gars. Enfin, je veux dire, le pauvre. Quand on a des troubles, quand on a des traumatismes comme ça, on impose aussi à notre entourage beaucoup de choses. Et je vous dis pas ça du tout dans une démarche de vous culpabiliser ou quoi que ce soit, mais juste de remettre en contexte que c'est pas parce qu'une personne n'arrive pas à réagir une fois, parce que émotionnellement c'est trop fort. Émotionnellement, la personne n'a pas les ressources. Et parce que moi j'ai découvert avec le temps, mais mon mec c'est un hyper anxieux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer les émotions fortes, beaucoup de mal à gérer les histoires compliquées, les histoires lourdes avec des traumatismes, ça le touche énormément. Du coup il a une réaction de rejet face à ça, mais que je prenais avant pour des réactions de méchanceté ou de non-empathie, mais en fait pas du tout, c'est juste que c'est le contraire. En fait c'est tellement ingérable pour lui en termes émotionnels que préfère se détacher de ça. C'est de juste prendre du recul, de se dire, ok, c'est pas parce qu'une personne n'a pas forcément les ressources et n'est pas forcément capable d'être là pour moi tout le temps que ça en fait une personne mauvaise ou une relation toxique ou un red flag. Et en fait, des fois, c'est juste peut-être aux deux de travailler, c'est-à-dire à la personne d'en face de un peu mieux communiquer, d'un peu apprendre à connaître la personne à ce niveau-là, mais surtout à la personne concernée par les troubles, de travailler sur ses symptômes, sur ses troubles, sur comment on peut mettre en place des choses pour que ça aille dans le couple sans que l'autre et toute la responsabilité de vos symptômes et la responsabilité aidante en fait. Il y a eu beaucoup de choses comme ça que j'ai faites et que je regrette énormément. En fait, il finissait le travail à l'époque et on n'habitait pas loin et enfin limite, je savais qu'il finissait à 19h, à 19h10, je l'ai appelé en mode viens dormir à la maison. Le gars a fini par plus jamais dormir chez lui et toujours venir chez moi. Il avait juste le temps de préparer un sac à dos quand il rentrait chez lui et de venir parce que je supportais pas d'être seule. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quoi, mais moi j'en suis vraiment pas fière. Et en plus de ça, on parle de quelqu'un qui de base est évitant, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'énormément de solitude pour se ressourcer. Et moi, je le faisais venir dans une coloc de deux personnes où on était limite 3 ou 4 tout le temps, dans un espace pas si grand, où je faisais que lui parler, où je faisais des tunnels toute la soirée, alors que le gars, il rentrait de son taf, il était épuisé, il avait juste envie, c'était de se poser, de, je sais pas, se lancer une game ou un truc, et pendant 1 an et demi, il l'a pas fait. Parce que, lui aussi, il avait ses propres problématiques, il savait pas communiquer correctement ses limites, il m'en parlait pas, et moi, je me rendais pas compte à quel point c'était important pour lui, et surtout à quel point j'étais en train de le détruire, entre guillemets, psychologiquement, hein. Et dans ma tête, tout allait bien. Ça a fini que, quand il sortait boire un verre avec ses collègues, j'étais tellement stressée parce qu'il y avait une collègue à lui qui était un peu bizarre dans son équipe, qui faisait je vais pas rentrer dans les détails pareil, mais je peux vous dire que, il y a quand même des trucs un peu chelous, hein, quand tu demandes à ton collègue si tu veux aller voir un film qu'à deux. Bon, il m'en parlait, il était très transparent là-dessus et il voulait en parler pour qu'on en rigole et pour être transparent et pour dédramatiser le truc, mais moi je le prenais super mal parce qu'en fait j'étais en mode mais pourquoi tu me racontes ça ? Enfin, quel est le but ? Surtout si derrière tu fais rien, parce que le problème c'était que je pouvais rien dire, parce que vu que c'était une petite équipe, ça allait niquer l'ambiance d'équipe, surtout que c'était que des suspicions qu'on avait, parce qu'il y a rien qui a été dit explicitement. Et du coup, je flippais toute la soirée, je lui envoyais des messages, je voulais qu'il vienne dormir chez moi après, je restais éveillée des fois jusqu'à 2-3 heures du matin en attendant qu'il rentre, et en plus de ça, j'étais dans ce truc de mais c'est un giga red flag, le gars, à cause de lui, je dois rester jusqu'à 3 heures du matin éveillé, il pense tellement pas à moi, alors que non,
non meuf, c'est toi là qui est en train de péter un plomb et qui est toxique, parce que laisse-le juste sortir avec ses amis, il va te coucher, il t'a rien demandé, quoi, il t'a pas dit de rester éveillé, il te tient au courant, il t'envoie des messages, enfin faut arrêter. Et j'étais complètement en train de le diaboliser parce que ça me rassurait. En fait, je pense que je savais que j'avais des comportements inadaptés et que j'étais en train de vriller, hein, j'étais complètement en train de me perdre là-dedans. Et c'était tellement insoutenable pour moi de me dire, ça y est, je suis cet homme, je suis ma première relation. C'était tellement insoutenable de me dire que j'étais comme lui, d'une certaine manière. Je préférais diaboliser mon mec actuel. En plus, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec sa solitude, très à l'aise avec le fait d'être seul. Et ça a renforcé ce truc de, bah voilà, de toute façon, c'est un red flag parce qu'en plus, il s'en fout de moi. C'est-à-dire que lui, il a pas besoin de moi pour vivre. Lui, si je suis pas là la journée, il est pas triste. Donc voilà, la relation s'empire au fur et à mesure des mois. Hein. On s'est mis ensemble en mars 2024. Dès juin, c'était un gros bordel, hein, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, le truc le plus compliqué avec mon mec, c'est que on est meilleurs amis. Enfin, vraiment, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a toujours des trucs à se dire dès qu'il rentre. On joue aux jeux vidéo ensemble. On se marre. Il est hyper curieux de tout comme moi, donc on fait plein d'activités ensemble. On fait des mini-maquettes, on va à l'escalade, on fait des expos. Enfin, on fait plein de trucs. Et vraiment, vu que lui, il a pas non plus un gros cercle social, bah on a vraiment ce truc un peu fusionnel de t'es mon meilleur ami, je suis ta meilleure amie avant d'être en couple. Et c'est ce qui fait aussi que je pense que la relation dure depuis aussi longtemps, même quand t'as des hauts et des bas, parce que bah on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un peu ce mythe, on dit que le ciment du couple c'est le sexe et que c'est le truc le plus important. Moi j'ai réalisé que non, que moi mon ciment de couple c'est d'avoir un meilleur ami dans mon couple et de savoir que bah on m'aime pas que pour mon cul, hein, globalement. Donc vient l'été où en fait il essaye, et alors là, c'est putain je vous jure, c'est vraiment l'épisode de la honte, hein. Premier épisode, je vous déballe tout, mais je vous jure, l'épisode de la honte, franchement. Du coup bah on est en juillet, août, et il essaye de se séparer de moi, voilà. On rentre de vacances, on était à Lisbonne pendant 2 semaines, ça s'est pas bien passé, honnêtement. Grandement à cause de moi, on va pas se mentir. Ça va plus, il en peut plus, il veut rompre. Et là, qu'est-ce qui se passe forcément? Ce que toute personne dépendante affective fait, je suis pas fière, je fais du chantage affectif. Bon après, j'ai aussi mon TDI qui rentre en compte, je vous avoue que je contrôle pas toutes mes réactions, c'est-à-dire que juste je dissocie et je pars en fugue dissociative, c'est-à-dire que je me lève sans explication et je me casse. Mais quand je vous dis que je me casse, je me casse sans mes clés, sans mon tel, sans mes affaires en fait de manière globale, en t-shirt, alors qu'il y avait un orage et qu'il pleuvait des cordes, sous la pluie, et je marche sans m'arrêter. Et du coup lui il a peur que je fasse une bêtise dans des moments comme ça. Et c'est horrible parce que du coup ça me rappelle ma première relation où ce mec pareil m'a fait du chantage en mode si tu pars Enfin voilà, avec le recul, je me dis putain, j'ai reproduit les mêmes schémas et c'est trop chiant parce que moi c'était pas conscient en fait d'un côté et du coup ça me fait remettre plein de trucs en question. Ça se trouve la première personne avec qui j'étais, c'était pas conscient non plus. Ça se trouve le mec est juste full borderline et full trauma et juste faut qu'il aille en thérapie, mais c'est pas un mauvais mec, j'en sais rien. J'ai tellement plus de souvenirs de toute façon. Je sais pas si on vous l'a déjà expliqué, mais en gros dans le TDI il y a un truc qui se passe souvent où en fait on a les souvenirs de manière théorique, c'est-à-dire que je sais factuellement tout ce qui s'est passé, mais émotionnellement de manière précise je sais plus. J'ai plus les détails, c'est plutôt c'est comme des photos figées dans un album photo, juste des flashs et des trucs qui me reviennent. Mais c'est tout. Enfin voilà, la folle du bus finit par me retrouver. Non mais vraiment, en fait j'en rigole parce que c'est ridicule, mais je sais pas pourquoi. Avant, j'étais vraiment dans un bail de ma vie c'est un film. Je vais partir sous la pluie et si il me court pas après, comme dans les films, c'est qu'il en vaut pas la peine. Mais la folle du bus quoi, vraiment c'était ouais, j'avais vraiment ce truc dans ma relation. Je voulais que ça se passe comme dans un film. En fait, j'étais tellement tout le temps dans l'idéalisation. Parce que voilà, je voulais que ma vie, ça se passe comme dans les livres, en mode, je sais pas, que le mec, il me fasse des surprises tout le temps, que ce soit tout le temps passionnel, qu'il y ait tout le temps des rebondissements. Alors qu'en fait, la simplicité, et le calme, c'est bien aussi, c'est ce qui apporte la sécurité et la paix, quoi. Et c'est ça qui nous permet de guérir. C'est pas la passion qui guérit, loin de là. Donc le pauvre, heureusement, il a couru sous la pluie. Il est venu me chercher. Et putain, il a dû me chercher, parce que j'en ai fait des tours. Non mais pour vous dire à quel point j'étais matrixée par ce délire de romantisation de toute ma vie et de mon couple, j'ai fini par rentrer dans une église, et je me suis assise, et j'ai lu sur une statue « Dieu n'est qu'amour », et je lis cette phrase, et je me dis « Ah ouais, non mais c'est un signe. En fait, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. En fait, peut-être qu'il faudrait que je me tourne vers Dieu. Peut-être qu'en fait, c'est ça ma vie. » Alors attention, je critique pas du tout la religion. Moi je crois qu'il y a quelque chose qui existe, hein, mais c'est juste que j'ai pas de religion précise.
j'ai quand même des croyances. C'est pas du tout pour me moquer des chrétiens ou quoi que ce soit que je dis ça. C'est juste vraiment pour me moquer de moi et de la situation dans laquelle ça a été fait, en mode ah, c'est un message, il faut que je passe à autre chose, que je le quitte et je suis plus fort que ça. Tout ça pour qu'en fait, quand je sors de l'église, je suis en chiale et que je suis en mode mais c'est quand qu'il va venir me rattraper en fait, je comprends pas. Putain. Il finit par me retrouver et donc s'ensuit une longue discussion où je lui promets que je vais... Ah, c'est horrible, j'ai vraiment l'impression, désolée, mais j'ai l'impression de raconter ce que le premier mec m'a fait, mais où je lui promets que je vais changer, voilà, je lui promets que je vais travailler sur moi, tout. Parce que j'avais pas envie de le perdre, parce que c'était quelqu'un, voilà, la personne la plus importante de ma vie, donc voilà. Et ce qui est très drôle, c'est que comparé au père narcissique, je l'ai vraiment fait. C'est-à-dire que je suis allée en thérapie. C'était un peu mon premier petit déclic, et je me suis dit, ok, là, arrive à vraiment falloir que tu commences à bosser là-dessus, parce qu'il y a vraiment, il y a des petits soucis. Donc je commence à aller en thérapie, je commence à travailler sur moi, à essayer, tant bien que mal, de réapprendre à m'aimer. Vous inquiétez pas, ça, pareil, c'est dans les prochains épisodes, je vous expliquerai toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour réapprendre justement à vivre avec moi-même et à cultiver ma relation avec moi-même. C'était long, mais c'est possible. De toute façon, je pense que c'est un peu le travail d'une vie. Enfin voilà, je le supplie de me laisser une dernière chance et je charbonne quoi. Et je sens au bout d'un moment que ça commence à payer et que je reprends un peu le contrôle sur ma vie. Sauf que en octobre, parce que son appartement est insalubre, il est obligé de venir habiter chez moi, parce que il y avait pas trop d'autres solutions. Donc du coup, on commence une colocation dans un 35 mètres carrés qui est très petit, on va pas se mentir, pour deux, sachant que nous, on a énormément tous les deux besoin d'espace. Moi, je travaille à la maison, lui à l'époque aussi. En plus de ça, voilà, on aime les activités manuelles, on aime bien être tout seul chacun dans notre pièce. Autant vous dire que c'était compliqué dans un 35 mètres carrés. Et en fait, ça a un peu signé l'arrêt de mort, je pense, de notre relation à l'époque, parce qu'en fait, mon copain, il a jamais réussi depuis l'été à passer à autre chose. C'est-à-dire que je lui ai promis que j'allais changer, mais en fait il y a tellement de rancœur qui a été accumulée, qui n'a pas été communiquée, et moi j'ai pas su entendre non plus. Il y a tellement de rancœur que en fait c'est limite trop tard, c'est-à-dire que j'essaye de mettre un pansement sur une plaie qui saigne depuis 4 mois. Au fur et à mesure je vais m'épuiser dans le vent. Je vais être toujours plus gentille, faire toujours plus de trucs pour lui, tout en essayant de me préserver moi et de pas retomber dans ce truc de dépendance. Et en fait c'était très dur pour moi parce que vous avez quelqu'un sous votre toit, qui est censé être votre copain, donc la personne qui vous aime le plus au monde, avec qui vous êtes censé bien vous sentir, enfin vous ressourcer. Et en fait, à l'inverse, j'avais quelqu'un de froid, de blessant, et qui me ramenait toujours à cette image de fille dépendante que j'essayais de changer, en fait. Mais lui, il le voyait pas. Et en fait, c'est pas qu'il le voyait pas, c'est que malheureusement, quand t'as quelqu'un qui a trop subi pendant aussi longtemps, changer la vision qu'on a de la personne qui vraiment nous a mis mal, parce que en fait mon copain il a pas été heureux pendant 1 an, et je me rendais pas compte, et je pense que j'étais aussi un peu dans un déni, parce que me rendre compte qu'à cause de moi il y a quelqu'un qui est aussi mal, c'était pas tolérable pour moi, enfin j'arrivais pas, j'avais pas les épaules, j'avais tellement d'autres problèmes et d'autres traumatismes à régler que ça aurait été un peu le truc de trop quoi. Donc je pense que mon cerveau l'a un peu ignoré volontairement. Mais quand j'ai commencé à aller mieux, c'est là où je me suis rendu compte en fait de tout ce que j'avais fait. En décembre 2024, je rentre un soir du travail et voilà, prends la décision de se séparer. En fait, ce qui me fait le plus de peine, c'est de me dire que ça se trouve, ça faisait des mois, je pense qu'il voulait partir, mais en fait, à cause de ma dépendance affective, je retenais quelqu'un qui était foncièrement malheureux avec moi, sous prétexte que mon bonheur était plus important, quoi, et c'est pas ça l'amour. Et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'avais déjà guéri, enfin, je pensais avoir guéri de la dépendance. On avait eu des discussions au préalable qui étaient beaucoup plus posées, en mode, ok, factuellement, ça marche pas, y a un problème. Oui, t'as trop de rancœur, moi je peux pas vivre avec quelqu'un qui ne voit pas en fait que je change et qui a que cette ancienne version de moi en tête. J'ai besoin d'avancer là-dessus, donc effectivement moi aussi j'étais pour cette rupture-là. Et quand c'est réellement arrivé, je sais pas comment vous dire, mais j'ai vrillé de nouveau. Je me suis mis à le supplier de rester, j'étais prête à le payer pour rester. Enfin c'est fou quoi, je lui ai vraiment dit ça noir sur blanc en mode je te paye si tu veux mais reste quoi. Le fait de me dire là que du jour au lendemain j'allais de nouveau me retrouver seule, je sais pas, ça c'est comme si j'avais créé un château de cartes où les bases étaient pas suffisamment solides, ça tenait, c'était ok, mais en fait le fait d'être face à la réalité de tu as perdu cette personne à cause de ça, et sûrement que cette personne aura une vision négative de toi par la suite. Ça a complètement fait tomber le château de cartes, tout s'est pété la gueule, et puis je suis retombée
peut-être la première dans tout ce que j'ai testé. Je commençais à me haïr, à me dire que le problème c'était physique, que peut-être que je lui plaisais plus, que j'étais moche, que je m'habillais mal, que j'étais une merde quoi, globalement. Hein. Niquer toute la confiance en moi que j'étais en train de construire. Et c'est triste parce qu'en même temps, lui, il a décidé ça pas dans le but de me faire du mal, mais dans le but que justement on arrête de souffrir tous les deux. Et il savait que j'aurais été incapable de prendre la décision. Et le pauvre, parce que encore une fois, au bout de 1, 2, 3 jours où j'arrête pas de le tanner, il l'accepte. Ah non mais pardon, mais je suis la folle du puce. Il accepte parce que je lui ai proposé de rester en colocation, les gars. Non mais qui me peut, genre qui me peut, Desperate Girl, quoi. Genre, je lui ai proposé de faire une colocation chez WAM. Parce que, en même temps, sinon, ça voulait dire qu'il allait, genre, devoir déménager chez son seul pote à Paris, où franchement, c'est pas plus optimal en termes de place. Et pour le coup, son pote, il allait pas trop bien non plus à l'époque. Donc, j'étais là en mode, mais s'il va habiter chez lui, c'est fini, quoi. Je le récupère en dépression totale, quoi. Enfin, je le récupère pas, du coup. Enfin, et en plus, il sera en dépression totale. Enfin, bref. Il y avait surtout, on va pas se mentir, un côté égoïste de peut-être que je peux encore sauver le truc ou au moins l'image qu'il a de moi si on reste en colocation. Ce qui est, en vrai, hyper égoïste avec le recul. Enfin voilà, du coup, notre colocation débute 3 jours avant le Nouvel An, donc vraiment la nouvelle année de bâtard que j'allais me taper. On fête Nouvel An chacun de notre côté, blablabla, puis moi fou déni, en mode oui, non mais je vais réussir à récupérer le truc comme à chaque fois. Et c'est ça le truc le plus toxique. Une personne, quand elle arrive pas à partir, c'est pas qu'elle est pas sûre d'elle, c'est qu'en fait elle a tellement peur de vous blesser, c'est pas une personne méchante, elle a pas envie de passer pour la personne méchante. Si vous voyez que cette personne souffre vraiment de la relation et qu'elle est pas bien, mais laissez-la partir par pitié, quoi. Et moi, ça a été mon problème, c'est que j'ai été incapable de le laisser partir alors que juste il voulait la paix. Donc bref, voilà, on est en coloc, que voulez-vous que je vous dise en vrai, ça allait. En fait, c'était un challenge et ça m'a vachement aidé. Je pense que j'aurais été toute seule, j'aurais téléchargé l'appli et j'aurais fait venir des mecs chez moi. Enfin voilà, non mais les gars, on va pas se mentir. Et du coup, le problème, c'est que vu qu'il était là, je peux pas faire venir de mecs chez moi. Et moi, c'est hors de question que j'aille chez des mecs que je connais pas, j'ai pas envie de me faire kidnapper. Du coup, rien, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà, ça, c'est un message du destin, en mode, Harry, là, faut que tu te bouges le cul. Là, faut vraiment qu'on reprenne les bases de la dépendance affective et qu'on aille de nouveau en thérapie, et que là, par contre, on se bouge le cul, quoi. Enfin voilà, donc je me reconcentre de nouveau sur moi, alors qu'il habite chez moi, mais bon, on fait chacun notre vie, tout va bien, on rigole. En vrai, la coloc se passe super bien, genre c'est ça le pire, c'est que en 4 mois de coloc, ça se passait mieux qu'en d'un an de relation, donc limite on était en mode, peut-être qu'il faut qu'on reste amis, parce que ça reste comme dit mon meilleur ami, donc c'est un peu relou, parce que en plus de se quitter, ça veut dire qu'on perdait notre meilleur ami, donc on était en mode t'es tous les deux en mode ça fait chier quoi. Du coup ça nous arrangeait bien de rester comme ça en coloc, en mode pote. Et en fait plus le temps a passé, plus ça allait mieux, parce que pour le coup là j'ai vraiment tout repris depuis le début. Et lui aussi de son côté, c'est ça qui a aussi changé, c'est que lui aussi a commencé à travailler sur ses propres problématiques. Et il s'est passé un truc pas explicable, c'est-à-dire que on a tous les deux changé en une période record. Alors qu'avant, là où moi j'essayais de faire des efforts en fin de relation, lui il en faisait plus du tout, donc forcément que ça pouvait pas marcher parce que il y a un mur en face où vous voulez faire quoi. Mais là, c'était la première fois en 1 an et demi que on était tous les deux dans cette démarche de ok, on va se heal de notre côté et on va travailler sur nous. Et on le faisait même pas pour l'autre, on le faisait vraiment pour nous, parce qu'on voyait bien tous les deux que même si on se remettait dans une autre relation après, ça allait être problématique. Et vers avril, on a une grosse discussion, en fait. C'est comme si on voyait la personne d'en face pour la première fois comme elle était dans sa nouvelle version. C'est-à-dire, en fait, ça a vraiment changé. Tu n'es plus dépendante affective, et toi, tu n'es plus détaché de tes émotions, et t'as moins de problèmes de communication. Donc, testons. On a continué à se revoir de temps en temps, et ça se passait bien. Et petit à petit, comme ça, on a commencé à se refaire confiance. Et là, on est en décembre 2025 et on vient de signer notre bail pour habiter ensemble. Et dans 1 semaine, on déménage. C'est lunaire. Voilà, ce premier épisode, il sert surtout à vous montrer que même si vous avez passé des années dans ce schéma-là, il est jamais trop tard pour sortir de ça. Et bien sûr que oui, vous pouvez faire marcher une relation, même si c'est quelqu'un d'autre, pas forcément votre ex, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre. Franchement, ce serait plus facile. Mais c'est possible.
Oui, c'est possible d'avoir une relation saine. Oui, c'est possible de reconstruire. Oui, c'est possible d'être apaisé dans une relation et que ce soit sain. Tout est possible du moment où il y a de l'amour, de la communication et une volonté en fait d'évoluer et de s'améliorer. Et voilà, ce sera tout pour ce premier épisode. Les bases sont posées. Si vous voulez avoir une visibilité du coup sur les prochains épisodes, on va parler de solitude, de l'incapacité à rester seul avec soi-même et beaucoup de comment entretenir sa relation avec soi-même. On va parler de famille. Et croyez-moi que ça a été le plus gros déclic de ma vie. Et pourtant, Dieu sait que ça fait 4 ans que je m'intéresse à la psychologie, que je sais qu'il y a des liens entre l'éducation qu'on a eue, les relations familiales et ce qu'on devient comme adulte et les schémas qu'on répercute. Mais waouh! Je pensais pas que c'était autant. Et il y aura aussi un épisode sur les amitiés. J'espère en tout cas que ce moment avec moi a pu t'aider un peu à te sentir moins seul, à réfléchir, à aller mieux, prendre le temps de process tout ce que je viens de te dire. De toute façon, les changements ne se font pas en un jour. Hein. Là, je vais vous raconter les différentes étapes, mais vous avez bien vu que ça m'a pris des mois, et pourtant, j'étais déjà éveillée là-dessus et j'avais déjà conscience de certains de mes schémas et je travaillais déjà sur certaines choses, mais ça ne suffisait pas. Il faut du temps et pour moi, c'est, je pense, le travail d'une vie. Enfin voilà, je sais pas si vous pouvez commenter sur Spotify, Apple Music, tout ça. Si jamais vous pouvez, n'hésitez pas, parce que je vous avoue, c'est la première fois que j'utilise ces plateformes, et là, pendant que j'enregistre ce podcast, je ne sais même pas comment ça marche, et si vous pouvez réagir à tout ce que je viens de vous raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera aussi sur YouTube, mais dans tous les cas, si jamais ça t'a parlé, t'as envie de réagir, donner des anecdotes ou même des conseils, si ça a fait écho en toi, je serais hyper intéressée de le savoir. Moi, je fais vraiment ce format pour pouvoir discuter avec vous, me sentir plus proche de vous, parce que les formats courts, c'est super, la fiction, c'est super, mais c'est pas moi. C'est inspiré de certaines choses que j'ai vécues, mais c'est pas moi, c'est pas nous, c'est pas une discussion entre nous, enfin voilà. Et c'est ça qui me manque en ce moment sur les réseaux. C'est pour ça qu'à la base, je voulais faire des lives, mais c'est encore un autre exercice et j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose qui puisse vous accompagner dans votre journée, qui puisse vous créer une bulle en fait où vous vous sentez moins seul, accompagné, enfin voilà. On se retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.